pour la première fois Nell Aiguille. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Il y a presque un an, j'ai voté pour la première fois. Je me suis sentie adulte. J'ai reçu cette enveloppe. Moi qui ne reçois jamais de courrier, je vous laisse imaginer ma surprise. Un petit carton bleu. Un petit carton qui m'invitait à donner ma voix. J'allais voter pour les élections européennes. Rien d'exceptionnel, pensez-vous. Mais pour moi, cela voulait dire beaucoup. Cela voulait dire que les femmes, celles qui avaient dû se battre pour avoir le droit de vote, et celles qui avaient lutté pour le conserver, avaient gagné. Voter pour un État ou voter pour l'Union européenne, ce n'est pas pareil. Il y a un bon nombre de questions que l'on doit se poser avant de prendre une décision. Par quoi suis-je concernée ? Que l'Europe doit-elle faire pour moi ? Mais surtout, en quoi je crois ? Un monde capitaliste qui oublie les minorités ou une utopie socialiste qui ne fonctionne pas ? Dans les salles de classe, la cour de récréation et même au milieu des soirées, des débats ont éclaté, des débats auxquels je ne m'attendais pas. Je croyais qu'il existait une forme d'unité dans ma génération et que tous mes amis pensaient comme moi. Un peu par la violence de certaines interactions, j'ai dû comprendre qu'il existait des nuances dans les bulletins de vote, que le monde politique n'était pas polarisé, tout n'est pas noir ou blanc, gauche ou droite. Il n'existe pas vraiment de bons ou de mauvais partis. Il existe une réalité propre à chacun que l'on espère voir défendue par un programme auquel on croit et on s'accroche. Enfin, cela, c'est ce que je peux me permettre de croire dans notre monde politique à nous, la Wallonie, car nous sommes protégés des extrémistes, des fascistes comme des communistes. Le 9 juin est passé, les résultats sont sortis. Les extrêmes avaient augmenté, pour certains pays, ils avaient gagné. J'ai pleuré. Hegel avait raison lorsqu'il disait que nous apprenons de l'histoire que l'homme n'apprend jamais rien d'elle. Quand Poutine fait la guerre à l'Ukraine, quand Israël colonise la Palestine et que Trump joue les impérialistes, qui va nous protéger ? Qui va nous protéger si nos dirigeants sont trop occupés à traquer les immigrés, les musulmans et toute personne sortant de leur image du bon, blanc, européen ? Le vieux monde se meurt. Le nouveau tarde à apparaître. Et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Le XXIe siècle voit son début marqué par un jour tragique. Le 11 septembre. Un attentat que personne ne pourra oublier. Un acte qui vise à détruire tous les principes démocratiques. Les monstres sont désignés. Les islamistes, comprenez bien, les extrémistes religieux. Face à qui il va falloir résister. Une résistance que l'on aurait pu faire accompagner des musulmans qui venaient de voir leur religion se faire traîner dans la boue. Mais rien n'en a été car il est bien plus facile de pointer du doigt toute une communauté sans se poser la question de qui est le véritable coupable et comment cela a pu arriver. Dans un autre style, voici également les noms des monstres du XXIe qu'on refuse de nommer. Giorgia Meloni et sa politique migratoire. Jordan Bardella et sa propagande islamophobe. Éric Zemmour et sa théorie du grand remplacement. Netanyahou et son génocide. Xi Jinping et ses camps de concentration pour Ouïghours. Des tas d'autres encore, mais tous ces noms pour vous illustrer que cette problématique est un axe de tension. D'un côté, des politiques qui font des généralités et incitent à la violence. De l'autre, une communauté qui se retrouve obligée de lutter pour survivre. Poussés dans leurs extrêmes, sans plus aucune communication, ces camps se sont radicalisés et se font maintenant la guerre. Il est primordial de nommer les choses clairement et sans circonvolution, car comme le déclare Grasset,
La pensée provient du langage. Si l'on ne nomme pas, alors on ne peut pas raisonner. Si l'on ne pose pas le diagnostic d'une maladie, on n'a aucune chance d'y trouver un remède. Et les massacres se poursuivront inexorablement. Nous devons nous servir de notre histoire, de nos erreurs, pour ne pas les refaire. Nous ne pouvons oublier ni les dérives engendrées par l'extrémisme catholique, ni la façon dont nous avons presque éteint un peuple pour sa conviction religieuse, car un petit homme les avait désignés responsables des maux du siècle dernier. Les chambres à gaz ne sont pas un détail de l'histoire, comme a voulu nous le faire entendre Jean-Marie Le Pen. Si la guerre ne se fait pas encore avec les armes, elle est bien présente dans les idées. Nous devons dire non à une répétition de l'histoire. Ma génération, nos générations, ont la chance d'avoir grandi en ayant la conviction que leurs droits sont acquis et que nous ne devrons plus nous battre pour. Seulement, c'est faux. Le retour en arrière existe. En Iran, sous prétexte religieux, les femmes se sont vues perdre leur droit à l'éducation. Aux États-Unis, c'est leur droit de disposer de leur corps que les femmes se sont vues retirer par les mains d'un homme qui estime que sa seule condition d'homme lui en donnait le droit. Le combat que nous devons mener, c'est d'être intraitables avec l'intolérance des extrémistes. D'un côté, nous avons besoin d'un humanisme militant, convaincu que le principe de la liberté, de la tolérance et du libre examen n'ont pas le droit de se laisser exploiter par le fanatisme de ses ennemis. Autrement dit, nous devons résister aux idées bien trop faciles que pour être crédibles, que veulent nous inculquer ceux qui réfléchissent dans la xénophobie et non la connaissance. D'une autre, il faut continuer le questionnement de l'islam. C'est une condition de sa survie comme de la nôtre. C'est le seul moyen pour l'islam de la spiritualité et de la liberté de triompher de celui des frères Kouachi. Trouver un moyen de balayer du paysage les tyrans de la religion. Éduquer et conscientiser la jeunesse face aux dangers que représente l'État islamique, au lieu de faire comme s'il n'existait pas. Nous devons comprendre que les principes laïques doivent assurer un espace où toute religion peut être pratiquée. Le jour où chacun aura sa place, nous n'aurons plus besoin d'un faux respect assis sur la terreur. Je conclurai en vous expliquant pourquoi ce choix de partir vers les religions. Ce sujet si difficile à aborder sans peur de choquer. Pourquoi moi qui porte la croix, j'ai choisi de défendre une religion qui n'est pas la mienne et de la relier, la mettre en relation avec la politique. Tout d'abord, quand on s'attaque à la démocratie, ce sont toujours les femmes qui se voient retirer leurs droits en premier. C'est sur leur corps à elles qu'on punit les hommes de se battre en temps de guerre. Pour les Afghanes, les Congolaises, les Palestiniennes, les Syriennes, les Américaines et toutes celles que je ne peux pas citer, nous ne pouvons pas nier. Ensuite, pour Amal, qui m'a expliqué la nécessité de porter le voile dans un État qui cherche à vous opprimer. Que de la même façon que moi, elle démontrait son appartenance religieuse pour faire persister ce don en quoi elle a foi. Un acte dont elle n'aurait guère besoin si on cessait constamment de vouloir qu'elle cache et s'excuse de ses croyances. Mais surtout parce que c'est beau de croire. Dans ce monde désenchanté où les sciences veulent tout expliquer. Croire encore que là-haut, il y a quelqu'un qui vous aime, que rien n'est fait par hasard et qu'avoir bon cœur sera toujours récompensé. Enfin, comme le disait Montesquieu, l'amour de la démocratie est celui de l'égalité. Et si moi j'ai le droit de croire, si j'ai la chance de connaître l'apaisement qu'apporte la religion, comment puis-je voter pour que d'autres que moi en soient privés? Merci de m'avoir écouté. Un peu d'improvisation. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte
que ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient. Merci. Une situation inconfortable, on en a toutes vécu. Certains comme moi choisissent volontairement de venir ici se mettre dans l'inconfortabilité. Mais si j'étais restée chez moi, à passer mon samedi soir devant une série, j'aurais jamais dû réfléchir à l'importance de mettre en relation les religions et la politique. J'aurais jamais pu comprendre que deux pôles sont toujours reliés. Être dans une situation inconfortable, on cherche tous à l'éviter. Souvent, on la fouine même. Et à chaque fois qu'on fouine, c'est toujours comme ça qu'on en vient à l'échec. Il faut continuer, tomber, et à chaque fois qu'on tombe, se rappeler pourquoi on était parti. Et plus on tombera, plus on s'en rappellera, plus on aura une construction solide de nos valeurs, de nos convictions, et plus tomber ne nous fera pas peur. Et un jour ou l'autre, on est tellement enraciné qu'on ne tombe plus. Merci.